Bonsoir à tous. Nous allons parler maintenant d'une histoire qui est l'histoire d'un lieu, d'un espace que vous connaissez probablement tous, qui est le célèbre hall des sculptures du Palais des Beaux-Arts. C'est une histoire qui interpelle parce qu'elle nous permet, à partir de ces vicissitudes, de son déroulement, de questionner l'avenir de l'architecture et le sens de la protection qu'on en fait et comment elle évolue au gré du temps, des modes, des nécessités et des moyens financiers que nous avons, d'une part pour la conserver, d'autre part pour l'entretenir et la faire vivre. L'axe principal est bien sûr l'opération que sera menée par le Palais des Beaux-Arts à la fin des années 60, de créer un lieu à l'intérieur du lieu, donc de créer un hall d'animation. Il confiera ce projet à l'architecte Lucien-Jacques Bauchet et son équipe suite à un concours pour changer le statut de ce lieu et le mettre d'une certaine manière au pas d'une exigence que dans ces années-là se faisait urgente. Dans les mots de Lucien-Jacques Bauchet, le programme, un centre d'animation ouvert à tous et en permanence, sans réservation ni ticket ni contrôle, espace de rencontre et de discussion, centre de petits événements, théâtre, musique, cinéma, exposition, réunions, manifestations diverses, lieu d'information et de réflexion, et aussi de restauration et d'enregistrement radiophonique. La réalisation, non pas une composition architecturale, mais un outil de travail, le support d'une action adaptable et modifiable. Déjà dans les mots de l'intention de l'architecte, on comprend que son projet est un projet qui naît pour être temporaire ou pour évoluer. Il est exactement dans l'air du temps. Nous avons entendu maintenant des mots sur Archigram, ce fameux groupe anglais des années 60 qui va essaimer partout dans le monde ces nouvelles idées de construction utopiste possible, en mettant à l'avant aussi tous les changements technologiques qui étaient en train d'avoir lieu, mais aussi les mutations sociales qui traversaient le monde. On évoquera aussi d'autres tendances qui, dans les mêmes années, vont amener à cette idée de créer des architectures qui puissent évoluer, s'adapter, changer au gré du temps, répondre aux exigences qui se transforment. Ça va être le succès et aussi la fin de ce projet. Le succès parce que ça marchera très bien pendant plusieurs années, et puis peu à peu, les temps changent. Cette structure va commencer à perdre des morceaux jusqu'à quand, en 1996, elle sera complètement démontée pour retourner à l'espace d'origine. Alors, le Palais des Beaux-Arts, vous le connaissez tous, vous y avez été pour voir des expositions, des spectacles, des conférences. C'est probablement un des projets, si pas le projet le plus impressionnant de Horta du point de vue de la composition architecturale. Il est obligé de mettre ensemble des programmes qui, par leur nature, ne devraient pas aller ensemble. Des espaces de spectacle, de concert, mais aussi des espaces d'exposition. Et pas qu'un espace d'exposition, des espaces d'exposition qui puissent faire la synthèse des arts, de la sculpture comme de la peinture, qui nécessitent bien sûr des systèmes d'exposition tout à fait différents. Tout cela dans une parcelle qui est très compliquée. Nous sommes au pied de la place où se trouve le Palais Royal, complètement enclavé dans une pente. On ne peut pas monter en hauteur parce que du Palais Royal, on doit pouvoir admirer la Grande Place. Et surtout, le sous-sol, à cet endroit-là, n'est pas vraiment un des meilleurs de Bruxelles. Donc on a des problèmes techniques majeurs qui vont faire que ce projet va être très très coûteux dès le départ. Ça va être un très grand problème financier. Ce problème financier va faire que ce projet va évoluer et à un certain moment, la ville de Bruxelles va imposer à Horta de border le bâtiment de magasin pour rentabiliser l'opération.
Au point que Horta, dans ses mémoires, va renier l'idée de l'appeler un palais, parce que c'est dit un palais qui est entouré de magasins ne peut pas être un palais, ça peut être au maximum une maison des arts. L'histoire est une histoire compliquée parce que, bien sûr, on ne rentre pas dans tous les détails, mais il faut mettre ensemble des techniques différentes, des manières de fonctionner différentes, mais aussi faire rentrer et circuler des publics différents au même moment. Et dans ça, Horta trouve des solutions très ingénieuses. Il exploite au mieux toutes les ressources et les contraintes. Il en reste que son ambition de pouvoir faire une synthèse des arts va se cogner très rapidement avec deux réalités. La première, c'est que dès sa naissance, pratiquement, le Palais des Beaux-Arts aura toujours des problèmes financiers. Et ça va traîner toujours. Ces problèmes financiers vont faire que, de l'enthousiasme initial, on devra à chaque fois faire des adaptations, négocier, adapter des lieux à d'autres usages de ce qui était prévu. Et puis, naturellement, il y a le changement de la culture. Si on continue à aller à l'opéra, voir un concert symphonique de la même façon, l'art, elle, évolue énormément. Elle change complètement. Les modes d'expression, d'exposition changent. En 1928, le bâtiment est inauguré et la célèbre photo de l'inauguration se fait justement dans cet espace, dans celle qu'on appellera la salle des sculptures, qui est la plus grande salle du bâtiment. Dans l'idée d'Horta, c'est une salle qui doit accueillir les sculptures monumentales et malheureusement, il n'y aura que deux grandes expositions qui auront lieu. La première, lors de l'inauguration du sculpteur Antoine Bourdelle, prestigieux personnage de l'histoire de l'art de la fin du 19e et du début du 20e. C'est probablement une des plus grandes et prestigieuses expositions que Bourdelle aura de son vivant, et malheureusement, il va décéder l'année suivante. Bourdelle était élève d'Auguste Rodin, qui, lui, sera mis à l'honneur l'année suivante, en 1929, dans une grande rétrospective. C'est les deux seuls moments où cette salle de sculpture va remplir son rôle initial. À partir de là, la salle va avoir plein d'usages, sauf que pour accueillir la sculpture. Et dans les années 20 et dans les années 30, surtout, on verra de tout. On verra défiler des expositions de voitures. À gauche, vous voyez une exposition de voiture Minerva. Minerva, c'était une firme belge. Il faut savoir que dans les années 30, la Belgique avait 4 grandes sociétés qui produisaient des voitures de grande qualité, qui seront rachetées toutes par des firmes anglaises qui, en bons capitalistes, les achètent pour les éteindre, les faire disparaître. Au milieu, une autre exposition de voitures de General Motors. Au haut à droite, un concours de coiffure. 1935. En bas, un grand banquet en honneur de James Ensor pour l'ouverture de son exposition en 1929. Vous voyez, l'espace devient un espace qui s'adapte un peu aux usages. C'est une grande salle, on peut tout y faire. Il y a un grand éclairage zénithal. Finalement, elle prend une autre tournure, mais comme vous le voyez en bas, aussi des tournures commerciales assez douteuses. Là, vous voyez un chalet suisse avec un décor de montagne suisse à l'arrière. Et voilà, il y a plein de photos qui existent au Palais des Beaux-Arts de tous ces très nombreux usages, pas tous très, très honorables, on va le dire. En 1930, sur ces mêmes escaliers où il y a l'inauguration, aura lieu le Congrès international d'architecture moderne, le 3e, organisé à Bruxelles par l'initiative de Victor Bourgeois, qui était le secrétaire des SIAM, et que vous voyez ici, à côté de Le Corbusier, cerclé en rouge, bien sûr, et d'Henri van de Velde. Dans la photo, il y a pratiquement tous les grands noms de l'avant-garde architecturale de l'entre-deux-guerres, qui notamment sont européens. Aux États-Unis, le mouvement moderne n'est pas encore arrivé. Faire remarquer quelque chose que très peu de gens font remarquer, qu'il y a des femmes dans cette photo. C'est assez rare, mais c'est une des premières photos où on voit des femmes apparaître avec des hommes dans une institution officielle.
qui ne soit pas la femme du roi, de la reine, etc. Donc, dans cette photo, par contre, il y a une absence, c'est Victor Horta, bien sûr. Victor Horta, en 1930, est désormais considéré un architecte d'une génération passée, qui n'est plus reconnu comme une figure de l'avant-garde. Sur lui pèse aussi la rumeur qu'il aurait contribué à la défaite de Le Corbusier dans le concours de la Société des Nations, histoire assez controversée qui n'a jamais été vraiment élucidée, parce que Horta lui-même ne l'élucide pas de manière à aller jusqu'au bout, alors que probablement il n'est pas du tout responsable de ça. Mais ce qui fait que la rumeur va s'accroître, donc elle va être marginalisée, mise un peu sur le côté. À partir de... On arrive à la guerre. Dans la Deuxième Guerre mondiale, comme toutes les institutions belges, elle sera sous la coupe de l'occupant allemand, qui va quand même organiser des expositions. La salle va continuer à accueillir des banquets, des réceptions, mais elle ne va toujours pas accueillir sa fonction initiale des sculptures. Dans l'après-guerre, cette salle perd de moins en moins d'importance. Si on continue à organiser des expositions prestigieuses et avoir des figures éminentes du monde du spectacle, de la musique, qui viennent se produire dans les salles du Palais des Beaux-Arts, cette salle restera terriblement vide, jusque arrive mai 68. Mai 68 va voir en Belgique des épisodes assez différents du mai 68 français ou du 66-67 américain ou de ce qui se passe dans les autres pays. Parce qu'en Belgique, bien qu'il y aura l'occupation de l'ULB par les étudiants, il y aura aussi, le 28 mai, l'occupation du Palais des Beaux-Arts par les artistes. C'est une occupation qui, à différence de ce qui se produit en France, est absolument non violente. Elle est même accueillie par les institutions qui vont elles-mêmes participer à ces assemblées, discuter avec les occupants. Et donc, ça va donner lieu, en fait, à une interaction entre ces mondes qui commençaient à ressentir ces changements qui, dans la société, étaient en train de se mettre en place. Il est intéressant de relire certains passages, comme ici. Voilà, le 28 mai 1968, le Palais des Beaux-Arts de Bruxelles est occupé par environ 200 artistes, représentant les deux communautés culturelles, ce qui est intéressant. On se déclare solidaire des étudiants, des professeurs, du personnel de l'ULB, où la contestation a déjà pris forme. On souligne le caractère symbolique de l'occupation, qui est un rejet total de l'organisation et de la diffusion culturelle. Dans les assemblées libres ou populaires, des motions sont approuvées déclarant que toute révolte culturelle contient une révolte sociale et que chacun est concerné par celle-ci. Après des tractations avec la direction du Palais des Beaux-Arts, des locaux sont mis à disposition des occupants et différentes commissions et groupes de travail sont constitués. Des groupes de travail s'occupent respectivement d'art plastique, littérature, etc. Un document critique est rédigé dans lequel on lit « L'Assemblée libre rejette l'opinion du ministère et des organisations chargées de la diffusion culturelle, exige que le budget ministériel corresponde aux exigences d'une véritable vie culturelle, proteste contre la partialité avec laquelle le ministère attribue des subsides, exige un changement total de l'enseignement afin de valoriser la création d'une institution personnelle et critique, condamne la subjectivité imposée par ceux qui sont responsables de l'orientation, condamne la manière dont toutes les expressions artistiques sont commercialisées, considérées comme produits de consommation. Les années 60. Donc, c'est un bouleversement significatif qui a lieu dans tous les niveaux de la société. La rhétorique de ces messages, on la comprend bien, elle se situe de manière précise à un moment donné de notre histoire. Et c'est curieux parce que nous sommes dans un laps de temps très court. On a beaucoup parlé de 69 dans l'intervention précédente. Là, on est en 68. Le Palais des Beaux-Arts va réagir quelques mois après, se dire, à partir de ces expériences, de cette rencontre, de cette occupation, elle va se dire on va intervenir
dans le bâtiment et changer des choses à l'intérieur du bâtiment. Et va lancer, le 27 mars 1969, elle lance un appel d'offres, un concours, ouvert aux architectes et aux décorateurs. Il y aura 19 architectes et 7 décorateurs qui répondent. Parmi eux vont être sélectionnés 4 auteurs de projet. L'architecte Paul-Émile Vincent, issu de la Cambre, l'architecte décorateur Corneille Anousset, qui est lui plutôt la Cambre visuelle, l'architecte Roger Bastin, qui est un architecte de très grand renom et qui a à ce moment-là, on va dire, au sommet de sa reconnaissance, et Lucien-Jacques Baucher, accompagné de ses associés Michel Draps et Marc Libois. Lucien-Jacques Baucher s'est fait connaître avec ses associés Jean-Pierre Blondel et Odette Philippon, surtout à l'Expo 58, où il réalise 3 très importants pavillons, le plus célèbre, Marie Thumain, qui se trouvait en face du Palais 5, mais il va aussi dessiner le commissariat général de l'exposition et surtout le petit pavillon qui se trouvait à la place des Brockers, qui était une commande de la ville de Bruxelles et qui est un pavillon qui va rester après l'Expo 58 et qui sera détruit au moment de la création de la ligne de métro. 3 bâtiments qui vont être très très connus, très publiés et très populaires à ce moment-là. Donc de là, la carrière de Lucien-Jacques Baucher et de ses associés démarre. Quelle est l'intention du Palais des Beaux-Arts? Ce hall était à l'origine destiné à des expositions de sculptures monumentales. Il a servi 1 ou 2 fois à cet usage. À défaut, il a servi à des usages extraculturels, des bals, des banquets, des expositions commerciales, etc. À des usages paraculturels, passage vers d'autres salles, expositions, petits théâtres et réceptions, après certains grands spectacles avant des expositions. Très rarement à des spectacles qui ne trouvaient pas place dans les autres salles trop occupées. Donc ça, c'est le constat que fait le Palais des Beaux-Arts. Et donc, qu'est-ce qu'il propose? Les nouvelles orientations que l'on compte donner à ce hall sont les suivantes. Les usages extraculturels à but alimentaire seront dorénavant abandonnés. Les usages paraculturels doivent être développés, élargis, complétés. On souhaiterait faire de ce hall le forum du Palais des Beaux-Arts, un lieu de détente, de rencontre et de culture au cœur de l'ensemble des salles. On souhaiterait y situer des activités culturelles d'un type nouveau et qui suppose un dispositif plus souple, plus libre et moins formaliste que celui des salles traditionnelles. Donc on a là un propos qui est surtout un propos politique, fondamentalement, de dire ce que représente aujourd'hui ce Palais des Beaux-Arts, on doit donner un signe qu'on change parce que la société, en dehors de nos murs, est en train de changer. De certaine manière, il y a une volonté de faire entrer l'espace public à l'intérieur du bâtiment. Et c'est un des paradoxes de cette demande. Parce que le hall, comme on l'a vu bien dans son plan, il n'est pas dans l'espace public, il est bien au cœur, il est bien au centre du bâtiment. Donc il faut traverser le bâtiment pour y arriver. Et cette intention de créer un espace public, c'est celui de drainer, de faire rentrer un public nouveau, plus jeune, autre, dans le Palais des Beaux-Arts et de faire en sorte que, en lui faisant traverser ce nouvel espace, on donne un nouveau éclat, une nouvelle manière d'appréhender la culture. Pour cela, on fait appel donc à ces 4 auteurs de projet. On va voir rapidement les 4 solutions. Paul-Émile Vincent. Paul-Émile Vincent a une option très radicale. Il imagine, déjà dans ses premières esquisses, qu'il va complètement enlever la verrière, donc il démonte la verrière de Horta, et il va placer 2 étages au-dessus de la verrière. Dans ces 2 étages, avec le traitement des puits de lumière, etc., il dégage complètement l'espace, donc il ne touche pas à l'espace de la salle, mais il place toutes les fonctions qui sont demandées pour organiser ces activités dans ce nouveau volume qui vient couronner la salle. Le projet de Corneille Anousset, c'est un projet, en étant architecte décorateur, qui est beaucoup plus modéré, mais dans lequel il introduit toute une série de panneaux, d'éléments d'exposition et des structures qui permettent d'accrocher des installations et des sculptures
à partir de la verrière. Troisième projet, celui de Roger Bastin, qui est aussi très radical. Il ne touche pas à la verrière, il ne touche pas à l'architecture d'Horta, mais il rentre avec un bâtiment dans le bâtiment. En fait, il construit un étage sur colonne, se détache de la structure, donc il crée une nouvelle structure avec une dalle, et il crée comme ça 2 niveaux dans lesquels puissent s'articuler toutes ces activités. Pour filtrer la lumière naturelle, il crée un dispositif, vous voyez, avec des lamelles qui permettent de gérer l'arrivée de lumière. Là aussi, on voit comme, déjà dans cette intention, moins radicale des 2 précédentes, mais très radicale dans son fonctionnement, on essaie de faire, aussi dans les dessins, faire apparaître l'architecture d'Horta. Donc on n'est pas en train de nier l'architecture, mais on rentre dans l'architecture. Il faut aussi se placer dans ces années-là. Nous sommes aussi dans les années du Conseil Vatican II. Roger Bastin, un architecte qui est très lié au monde de l'Église, va intervenir dans de très nombreuses églises anciennes, plus anciennes encore, où on lui demande d'adapter les espaces intérieurs de l'Église pour qu'ils soient adaptés aux prescriptions du Conseil Vatican II, qui préconise que les prêtres vont officier devant le public et pas en donnant le dos, au milieu de l'assemblée et pas à distance. Et donc, il va travailler systématiquement dans des manipulations aux intérieurs de ces églises pour faire en sorte que toutes ces logiques soient acceptées. Et donc ce projet s'inscrit quelque part dans cette idée-là, si on veut. C'est un peu une interprétation, mais cette idée de dire, voilà, il y a un bâtiment qui a eu une histoire, qui a son caractéristique, son architecture, moi j'arrive avec quelque chose d'autre, je ne touche pas à ce qui existe, mais je change par l'introduction de cette fonction. La différence, c'est que ça donne l'idée d'un projet d'une certaine importance, qui n'est pas très démontable, si on veut. Vient le projet gagnant, celui de Lucien-Jacques Bauchet avec Michel Draps et Marc Libois. Eux commencent en expliquant les mécanismes, ça veut dire qu'il faut absolument que ce forum permette, dans la manière où il est disposé, l'accès à toutes les autres fonctions. Que ce soit clair, la signalétique doit être claire, les mouvements doivent être clairs, et l'architecture d'Horta doit rester claire, doit rester lisible. Donc, au lieu de nier l'architecture, on va exploiter l'architecture d'Horta et, quelque part, renforcer certains des axes directeurs, mais vu que ce n'est plus un hall qui va accueillir des sculptures, ça doit devenir un élément qui, en même temps, a une sorte de place publique, mais à partir de laquelle on puisse aisément aller aux autres fonctions. On voit ici les plans de l'avant-projet. C'est tous des documents qui proviennent des archives du Palais des Beaux-Arts. Et vous voyez le concept, donc on a un système de gradins et un forum central et toute une série d'activités qui se développent aux alentours, avec des systèmes de montée et descente qui permettent donc de circuler, de tourner autour et de glisser vers les autres fonctions. Au-dessous de ça, une galerie qui contourne le forum et qui permet donc d'avoir un deuxième étage qui surplombe le forum, et donc d'avoir des activités aussi à l'étage, mais aussi la possibilité d'assister à des spectacles ou des conférences et d'autres activités du haut vers le bas. Tout cela, naturellement, en reliant le forum vers l'entrée, vers les salles d'exposition du Palais des Beaux-Arts. Et donc, là, il y a un système où les gradins du forum et la mezzanine vont se rejoindre pour permettre au public de deux niveaux de rentrer dans l'espace d'exposition. On le voit bien dans ces coupes. C'est une logique assez simple et tout fonctionne avec ces systèmes de gradins. Alors, dans l'avant-projet, ce qui n'apparaît pas encore très bien, c'est la structure. Donc, comment on va faire tenir tout cela? Mais c'est surtout le concept. Donc, on travaille avec ces gradins sont modulables, on les adapte, on peut changer
on peut changer les positionnements de manière que de s'adapter au type de spectacle d'événement. Et avec de très belles perspectives, comme vous le voyez, il donne un peu l'idée de comment pourrait fonctionner ce lieu. Donc, le concept ici de la ville qui rentre dans le bâtiment est clairement exprimé par ces dessins. Et ça répond de manière assez littérale à la demande que fait le Palais des Beaux-Arts, qui va choisir sans hésitation ce projet-là, d'une part parce qu'il est moins invasif, d'autre part parce qu'il se veut démontable et provisoire, et surtout parce qu'il, en tout cas dans l'idée initiale, il touchait le moins possible à l'architecture du bâtiment. Dans les intentions même de l'architecte au départ, l'idée était de se dire, et puis on pourra le démonter et on retrouve l'espace de Horta. Encore une image de cet espace. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, aussi à l'époque, les architectures sont des architectures animées, où on donne l'impression de comment ça va être vécu, comment ça va être approprié. Et puis il y a le projet finalisé, vous le voyez ici, un plan qui provient ici des archives de l'architecte qu'on a ici à la faculté. Et on voit qu'on a un système qui est beaucoup plus structuré. Il y a une grille d'1,20 m sur 1,20 m, basée sur un carré, et cette grille est soutenue par des structures tubulaires qui permettent donc d'organiser tout cet espace, avoir donc cette mezzanine, avoir des colonnes où on peut accrocher, afficher des tableaux, des manifestes, etc., mais aussi en hauteur, de manière qu'on puisse suspendre des éléments d'éclairage ou des installations. Alors, d'où vient cette inspiration? Lucien-Jacques Bauchet, on l'a dit, un architecte qui a eu son succès surtout à l'Expo 58. En 1957, il visite l'exposition Enterbau à Berlin, une exposition qui est très importante dans l'histoire de l'architecture de l'après-guerre, parce que c'est un des grands tournants dans lequel on voit, qui précède un peu l'Expo 58, mais qui est peut-être plus intéressante au point de vue architectural de l'Expo 58, où on voit plusieurs grands architectes qui vont venir construire des bâtiments qui sont quelque part des modèles de ce modernisme d'après-guerre. Entre autres, on a le fameux pavillon d'exposition The City of Tomorrow, réalisé par Karl Otto et puis le très célèbre ingénieur Frei Otto avec Günther Gunschel, avec cette structure, comme vous voyez, très très légère, très aérienne, qui permet donc une très grande variété d'aménagements en dessous de sa toiture. Et dans la même exposition, on voit d'autres pavillons, comme cet autre pavillon-là, où vous voyez le rôle de la structure, ces éléments très simples, tridimensionnels, permettent de mettre au point un système constructif qui, en fait, est provisoire, et c'est ce qui est très important. Bien sûr, Bauchet, comme beaucoup d'architectes de sa génération, aussi influencé par les Corbusier et les expériences que le Corbusier avait proposées déjà dans l'entre-deux-guerres de systèmes de pavillons temporaires, comme les pavillons de 1936 et 1937, qui seront des pavillons, certains réalisés, certains d'autres pas, mais qui vont l'inspirer aussi quand il va travailler pour l'Expo 58. Alors, en 1969, par contre, on crée Europalia. On crée cette association Europalia qui vise donc à accueillir chaque année un pays de l'Europe qui vient exposer son art, sa culture auprès du Palais des Beaux-Arts. Et la première exposition, en fait, aura lieu, non pas en 71, mais en 69. C'est l'Italie qui va être à l'honneur. Et c'est au moment même où on démarre le chantier du hall. Et donc, on va commencer ce chantier, on va l'arrêter parce que l'exposition doit démarrer. Et cette exposition va faire en sorte que ce forum va être construit un peu plus tard.
Et finalement, le voici réalisé. Dans son moment meilleur, on va dire, donc au moment de sa réalisation, où on voit bien comme nous sommes dans quelque chose qui incarne de manière remarquable ces années-là. Nous sommes vraiment dans cette idée de lieu accueillant, de lieu où les gens se retrouvent, l'extension de l'espace public. Nous sommes dans une époque où il y a cette mentalité, où il y a cette volonté aussi de se retrouver de cette façon-là. L'idée de Baucher de travailler avec ces structures tridimensionnelles qui en fait sont produites par la firme Travidro, qui sont des producteurs de systèmes tubulaires, qui lui permettent donc d'avoir une maille orthogonale très flexible et avec cette structure de cubes qui sont en même temps des assises mais aussi des escaliers pour pouvoir monter, se disposer librement dans l'espace, qui, eux, peuvent être démontables et adaptables selon les nécessités. En 22 mars 1972, l'inauguration, de nouveau une inauguration dans cette salle. Il n'y a pas manifestement beaucoup d'inaugurations dans cette salle. Et on voit comme très vite ces lieux vont être appropriés. L'artiste Paul de Gobert, déjà dans le cadre d'Europalia 69-70, où il y avait l'Italie, va peindre une des colonnes de Horta, cette fois-ci, avec ces couleurs très vives, et va appeler cette installation Horta Palmus. Cette installation va durer quelques temps, et puis quand on va construire l'ensemble du forum, on va repeindre la colonne, on va retrouver ses couleurs d'origine. Quelques années plus tard, il va faire une autre installation très célèbre qui s'appelle la Murisserie, qui est un peu espèce d'adieu à l'art contemporain que Paul de Gobert fait comme ça de manière un peu flamboyante avec cette grande exposition où il montre ces tissus de bananes qui sont découpés, qui sont laissés dans un espace artificiel, non plus sur son arbre, et qui vont peu à peu se sécher. C'est comme ça qu'il voyait l'art en ce moment. Quelques images du hall dans son usage, des expositions, des concerts. Il y aura des années qui seront des années flamboyantes, où il y aura vraiment beaucoup d'activités, plein de monde, beaucoup de succès. Renzo Piano va venir visiter cette installation au moment où il démarre le chantier du Centre Beaubourg. Et ce n'est pas un hasard, c'est aussi un architecte qui est influencé par les mêmes choses, qui s'intéresse à ces systèmes, à ces logiques, et quand il raconte le Centre national Pompidou, il utilise quasi les mêmes phrases qu'utilise Lucien Jacques Baucher. Il parle de quelque chose de démontable, qui puisse évoluer avec le temps, qui s'adapte aux usages, et qui puis finalement va rester beaucoup plus figé de ce qu'on imagine, parce qu'on doit bien se le dire, c'était des idées un peu utopiques des architectes de cette année-là, et qui, en fait, face à la réalité, vont avoir beaucoup de difficultés. Ces difficultés, ce hall qui va être appelé hall d'animation, en contraste à l'ancien nom hall de sculpture, qui était devenu plus tard le hall de marbre, va vivre une saison florissante dans les années 70, et puis peu à peu, bien sûr, les personnes changent, la direction du Palais des Beaux-Arts n'est plus la même, il commence à démonter des morceaux, il commence à amputer certaines parties, aussi parce que, il ne faut pas l'oublier, dès le départ de ce projet, il y a beaucoup de contestations. Il y aura une campagne journalistique sur le soir contre le projet, au point que le directeur du Palais des Beaux-Arts demande à Lucien Jacques Baucher « Qu'est-ce que je dois faire? On continue, on arrête ?» Lucien Jacques Baucher dit « Mais non, on va aller de l'avant. » Il réunit toute une série de personnes, de critiques d'art, d'architectes dans la salle, et l'ironie veut que
Les mêmes, quelques années auparavant, s'étaient battus pour défendre la maison du peuple de Horta, sont les mêmes qui vont défendre l'installation de Lucien-Jacques Baucher dans le Palais des Beaux-Arts, en considérant que c'est exactement la même lutte. Alors que, on l'a cité, Jean Delay s'opposait complètement à ce projet-là, qui le considérait comme quelque chose qui allait défigurer l'architecture du maître et que donc il ne fallait pas la faire. Donc on rentre dès le départ dans un conflit idéologique assez fort, qu'aujourd'hui on peut regarder à distance en se disant, bon, c'était ces années-là, c'était aussi des années où le type de conflit est un type de conflit assez particulier, assez violent aussi, et que, surtout quand on lit la rhétorique, quand on lit les articles de l'époque, ça va très loin. Je dirais, on est quasi aux insultes dans la manière de s'exprimer. Les années passent et peu à peu, ce hall donc est démembré. Et on arrive aux années 90, il n'en reste plus énormément de choses parce que, bien sûr, la direction ne sait plus l'utiliser. Il n'y a plus le même élan des années 70, il n'y a plus la même intention, et l'art, entre-temps, a changé de nouveau. On est dans d'autres choses, on est dans d'autres préoccupations. À côté de ça, il arrive un autre épisode qui est Europalia 96. La Turquie est invitée, mais pour des raisons politiques, on décide de suspendre cet événement. Et donc, pour pallier à ce vide, on se dit, bah, tiens, ça serait peut-être l'occasion, finalement, de consacrer une fois un Europalia à quelque chose de national et de reconnaître par ce biais la figure de l'architecte du Palais des Beaux-Arts. Et donc, on propose de faire un Europalia qui soit dédié à Victor Horta. Nous sommes à la moitié des années 90, nous sommes dans un tournant aussi culturel dans lequel la question du patrimoine, qu'on appelle patrimoine, on ne l'appelle pas héritage à l'époque, on appelle clairement patrimoine. Aujourd'hui, on a tendance à appeler plutôt héritage, comme ça on est plus correct. C'est une question qui devient importante, qui devient significative, et donc on est aussi dans des années où on commence à restaurer des bâtiments, on commence à le réétudier, on commence à le reconnaître. Les études qui commençaient à être de plus en plus nombreux s'imposent et font qu'il y a clairement un engouement qui commence à se faire de plus en plus important pour l'architecture d'époque qui était plutôt oubliée, et on parle notamment de l'art nouveau et par la suite aussi des années 20, de l'art déco puis du premier modernisme. Ainsi va arriver l'Europalia 96, Horta avant la Turquie. Voilà que, par contre, les choses se précipitent. La décision est prise très vite et donc, dans la vitesse, on décide qu'on va démonter le hall, alors que le hall, paradoxalement, il est classé avec le Palais des Beaux-Arts. Donc, pour un des paradoxes des classements, vous savez que l'histoire des classements à Bruxelles est un peu particulière, hein, parce qu'à un moment, on classait que les façades, puis les façades et les toitures, puis on classait tout ce qu'il y avait dedans, indépendamment de ce qui avait été fait à l'origine et ce qui avait été fait après. Et donc, on a classé aussi l'installation de Lucien-Jacques Baucher. Donc, légalement, elle faisait partie du classement. Mais elle était déjà tellement démembrée que, en tout cas, même si elle était classée, elle n'était plus là. La direction du Palais des Beaux-Arts démonte tout. L'architecte, pas très content que le démontage se fasse aussi à la hâte, essaye de résister. Les discussions, de nouveau, se font, comme à la création de l'installation, se font à la fin de cette installation, et on se questionne sur le fait de quel est le sens d'enlever ce morceau qui fait partie finalement de l'histoire du Palais des Beaux-Arts et de l'enlever de cette manière-là. Parce que malheureusement, le démontage va se faire de manière rapide, un petit peu brutale, et tout ça va finir au bac.
Alors aujourd'hui, ça, c'est quelque chose qui ne pourrait plus arriver, ce serait un scandale, parce qu'aujourd'hui, on recycle tout, heureusement. Aujourd'hui, on reprend tout, on essaie de le réutiliser. À l'époque, on ne se posait pas trop de questions, on prenait tout et on jetait tout. De nouveau, il faut se mettre à la moitié des années 90. On parle de la bruxellisation des années 60-70. La bruxellisation a continué tranquillement, allègrement pendant les décennies suivantes. Donc, c'était l'empire des promoteurs immobiliers. Et donc, le fait de démolir, de casser tout était tout à fait normal dans les pratiques. C'était une pratique courante. Donc, on ne se posait pas de questions. On prenait, on démontait, on jetait. C'était pas grave. Et donc, tout ça disparaît. On repeint et on retrouve le hall. Alors, l'histoire est plus récente, donc en 1996, en 2024, on a vu, il y a eu des installations, il y a des usages, il y a des expositions. Mais en 2024, le Palais des Beaux-Arts, donc c'est de nos jours, lance un appel d'offres pour faire un aménagement dans le hall. Alors, c'est intéressant parce que quand on lit le texte, c'est dire... Moi, la première fois que je l'ai lu, je pensais que c'était une blague. Beaux-Arts réinvente les espaces du Palais des Beaux-Arts. En accordant une place au Hall Horta. Donc il a changé de nouveau de nom, il s'appelait Hall Horta maintenant, qui pourrait jouer un rôle central pour la liaison et l'accueil à partir du printemps 2025. Beaux-Arts souhaite faire un grand hall Horta, l'épicentre de son bâtiment, avec réorganisation des activités d'accueil et de rencontres. C'est les intentions de 1969. Si vous prenez les deux documents, c'est à mourir de rire, c'est quasi la même chose. Mais qu'est-ce qui se passe? Ici, on ne fait pas tellement appel à des architectes, on s'engage trop. On va plutôt demander des architectes d'intérieur et des décorateurs, parce que comme ça, on va avoir quelque chose de plus léger. Et donc, la décision vient de tomber il y a quelques jours. Voici. Donc, c'est ça qu'on aura à gauche. Ça, c'est les autres participants. Alors, quand on voit ça, je vous ai mis vous allez sur le site du BMA, tous les projets sont détaillés. Ça pose une certaine question, je veux dire. Ça pose des questions. Les choses changent et on revient en arrière. Mais ce qui est intéressant, le constat qu'on peut faire ici, le premier constat qu'on peut faire ici, est simple. Dans les années 60, fin des années 60, les architectes ont un engagement radical, donc font des propositions qui sont même violentes, sur lesquelles on peut ne pas être d'accord, se dire heureusement qu'on ne l'a pas fait, etc. Mais il y a une radicalité dans les choix, une intention, une intensité dans les projets qui est impressionnante, dans le sens qu'elle est quelque part beaucoup plus respectueuse de l'œuvre d'Horta. Parce qu'elle essaie de s'inscrire dans l'histoire. Alors qu'ici, on a l'impression, je vous invite à aller voir. Tout simplement, vous faites votre idée, mais quand on voit ce qui va être fait, je pense qu'on pouvait tenir les vieux tubes de Lucien Jacques Baucher, ça aurait été peut-être mieux. Donc je termine tout simplement avec des questions, parce que tout ça nous amène simplement, non pas à dire des choses, mais à se poser des questions, c'est dire que faire des espaces qui perdent leur fonction. Il faudrait peut-être qu'on se pose en amont toujours cette question-là avant de produire des projets. Pourquoi sacraliser un espace qui doit être mouvant? S'il y a un espace dans le Palais des Beaux-Arts qui nécessite d'être mouvant, c'est peut-être ce hall, son histoire le démontre, donc il faudrait peut-être repenser son statut. Et avant de faire du décor, c'est dire comment on va l'utiliser, quelles sont les logiques d'utilisation, quelles sont les politiques et comment elles vont être dans le temps, parce qu'on sait que la génération suivante va changer les choses. Donc on doit peut-être se donner cette souplesse qu'on a difficulté à avoir. Alors, on entretient le passé, on entretient l'amnésie. Ça, c'est une question difficile.
Quand on voit les publications qui parlent du Palais des Beaux-Arts, on ampute quasi complètement ces 25 ans quasi de présence du hall d'animation de Lucien Jacques Baucher, comme s'il n'avait quasi pas existé, alors qu'il a existé. Et donc ça c'est intéressant parce que le fait d'écarter des parties de l'histoire est toujours très dangereux. On oublie qu'on a vécu là-dedans, que des gens ont travaillé, que des gens se sont produits, qu'il y a des spectacles, qu'il y a des choses, qu'il y a des discussions. Les discussions sont intéressantes, il y a eu des disputes, ces disputes sont intéressantes parce qu'elles devraient réapparaître aujourd'hui quand on fait ça. On devrait les ressortir. Est-ce qu'on ne devrait pas réfléchir à l'histoire de son usage? Je vous ai montré qu'un fragment, mais on pourrait se poser la question. À certains moments, on a fait des concours de coiffure là-dedans. Il faudrait se poser cette question-là, l'usage. Alors, le rôle du vide dans les musées, c'est quelque chose d'intéressant. Pourquoi on ne se pose pas cette question-là? Quand on voit la Tate Modern à Londres, quand on voit le Guggenheim à New York, ils ont de grands espaces vides. Et que ces espaces vides accueillent tout le temps des expositions extraordinaires. Et c'est des vides. On ne peut pas commencer à se dire que peut-être la réponse dans un grand hall comme celui-là, c'est de réfléchir au sens d'un espace vide et quel sens il peut avoir à chaque fois. Et puis finalement, quoi ça protéger si on ne peut pas l'utiliser? Parce qu'on ne le protège pas. Merci de votre attention.